Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Air-de-France pour un nouveau JT. À l'occasion de la semaine des droits humains, l'association Air-de-France a décidé de consacrer son JT à un thème particulier, le thème des droits de l'homme. Au sommaire de notre émission, nous parlerons de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme concernant les conditions de vie dans les prisons françaises. Ensuite, Quentin nous fera un point général sur la situation de la violation des droits de l'homme en France. Antoine nous parlera du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz par l'armée rouge. Et pour finir, nous terminerons avec la chronique d'Elsa, représentante d'Amnesty International. Elle abordera le thème de l'usage des armes dans le monde et notamment au Yémen. Mais pour commencer, parlons de la France. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France jeudi pour les conditions de vie et de détention dans les prisons surpeuplées, sans toutefois rendre l'arrêt pilote voulu et espéré par l'Observatoire international des prisons. Saisie par 32 détenus des prisons de Nice, Nîmes, Fresnes ou encore Nutania en Polynésie, la Cour européenne des droits de l'homme recommande à l'État d'envisager l'adoption de mesures générales visant à supprimer le surpeuplement et à améliorer les conditions de vie dans les prisons françaises. Dans un rapport publié le mercredi 3 juillet, le contrôleur général des lieux de privation de liberté estime que les droits fondamentaux des détenus dans les prisons françaises sont régulièrement bafoués. Chez les défenseurs des droits fondamentaux, les rapports se succèdent pour dénoncer les conditions des détenus dans les prisons françaises, la faute principalement à un manque de moyens, qu'ils soient matériels ou humains, et à une surpopulation carcérale dans les maisons d'arrêt. Les conditions de vie sont d'autant plus difficiles qu'ils ne bénéficient pas toujours du matériel approprié et adapté, notamment pour dormir. Ils dorment avec des lits métalliques, à même le sol, sans couverture parfois, avec un mobilier incomplet. En plus d'une cohabitation avec les nuisibles rongeurs ou encore punaises de lit ou cafards qui se manifestent souvent la nuit, les prisonniers doivent régulièrement affronter les températures difficiles, le froid de l'hiver et aussi la canicule de l'été. On y constate aussi un manque de respect de l'intimité chez les incarcérés, mais aussi de l'ennui et des tensions entre eux. Afin d'améliorer la situation, la garde des Sceaux Nicole Belloubet a récemment présenté son plan pour les prisons. 71 000 personnes sont en prison aujourd'hui, ce qui représente une plus importante capacité des établissements pénitentiaires, d'où la volonté de réduire les effectifs en prison en transformant par exemple les peines d'1 mois en travaux d'intérêt général. Il y a des gens qui n'ont rien à faire en prison, estime et assume Nicole Belloubet, et c'est pour cela qu'il faut réduire les effectifs afin d'éviter une telle violation des droits fondamentaux. Une violation des droits fondamentaux de l'homme dont Quentin va nous parler plus généralement. Merci. Ah, la France, elle est pas belle? Ah, si. Le pays des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, tout ça. C'est pour ça que dans cette chronique, je vais m'intéresser à 3 phénomènes sociaux qui viennent un peu nuancer cette image toute propre de la France. Donc, comme l'a dit Charles, hier, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour les conditions de détention à l'intérieur des prisons surpeuplées. Plus généralement, ces dernières sont caractérisées par une densité de 116%, c'est-à-dire qu'il y aurait 116 prisonniers pour seulement 100 places. Plus de 2000 matelas au sol, donc sur un total de 70 000 incarcérés, et par l'absence de recours possible. Donc les prisons surpeuplées sont une réelle atteinte aux droits humains. Les nombreux témoignages font froid dans le dos à propos des questions d'hygiène notamment et de salubrité, de respect à la vie privée, donc difficile d'en avoir une à 4 dans un 12 mètres carrés, et de détention arbitraire due au manque de personnel et d'infrastructures pour gérer les sorties de prison. De plus, les rapports successifs de la Fondation l'Abbé Pierre, du Comité national consultatif des droits de l'homme et du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies nous font part d'une gestion désastreuse du logement en France. Donc en 2018, c'est 140 000 personnes qui sont sans domicile fixe et 166 personnes qui meurent dans la rue. Cette situation drastique et totalement dégradante que de vivre seul dans la rue bafoue les droits fondamentaux à la vie privée, à la vie familiale, à la santé ou encore à l'éducation des enfants. Les solutions sont pourtant nombreuses quand, par exemple, plusieurs millions de mètres carrés d'espaces vacants peuvent être réinvestis en lieu d'hébergement d'urgence.
Et enfin, le sujet qui a fait le plus débat ces derniers temps, donc ce sont les violences policières. Les Nations Unies se sont inquiétées quant au nombre d'interpellations, de gardes à vue, de fouilles, de confiscations, de l'usage du LBD et des grenades lacrymogènes. Donc, plusieurs fois, la France a été rappelée à l'ordre. À la fin du mouvement des Gilets jaunes, on comptabilise 11 morts, sans compter les mains arrachées et les yeux en moins. La loi anti-casseurs aussi, votée en avril 2019, permettant de donner une interdiction de manifester, bafoue aussi un droit fondamental en France. Et enfin, le 6 mars 2019, donc le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michel Bachelet, demande une enquête approfondie sur tous les usages excessifs de la force depuis mi-novembre 2018. Jean-Michel Apathy avait réagi à cette décision en qualifiant d'une intrusion dans la vie politique française. Plutôt ironique quand ce dernier est un fervent défenseur des droits de l'homme des patrons. Donc c'est plus facile d'être défendu quand on a du caviar dans la bouche, évidemment. Donc le bilan n'est pas tout beau, tout rose pour la patrie des droits de l'homme. Et donc il s'agirait de se demander en fin de compte si la France, la démocratie et les droits sont vraiment les systèmes les moins mauvais, comme le disait Churchill. Voilà. Merci beaucoup, Quentin, pour ton intervention. En Pologne, maintenant, on a célébré récemment le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz par l'Armée Rouge et c'est Antoine qui est venu sur notre plateau pour nous en parler. Bonjour Antoine. Merci Charles, bonjour. Alors, 4 jours après la tenue à Jérusalem d'un forum mondial de l'Holocauste, les derniers survivants et témoins directs de la Shoah se sont réunis dans le camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. Ils étaient plus de 1,1 million à être tués dans ce camp. Et il ne reste aujourd'hui que 600 survivants. Des chefs de gouvernement et des chefs d'État se sont réunis dans le sud de la Pologne. Au total, c'est 60 nationalités qui étaient représentées pour honorer la mémoire des victimes de la Shoah. Aujourd'hui, 200 survivants pour témoigner et transmettre les horreurs et les atrocités qui ont été commises par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont notamment tous alerté la jeunesse après la récente vague d'attaques antisémites que l'Europe et le monde entier connaît. Les survivants ont donc condamné et appelé au devoir de mémoire la jeunesse, mais aussi les dirigeants actuels, au-delà des tensions diplomatiques qui peuvent exister, notamment entre la Russie et la Pologne. Les survivants ont été au cœur des commémorations, je disais, et ils sont malheureusement d'année en année de moins en moins. Ils étaient 300 il y a 5 ans, ils étaient 1500 il y a 15 ans. Cet événement rappelle également que le devoir de mémoire est nécessaire pour éviter, voire arrêter tout risque de génocide dans les années futures. Parce qu'il faut rappeler que le XXe siècle n'est pas uniquement le siècle du génocide des Juifs, mais également du génocide rwandais ou du génocide arménien. Donc il est très important pour nous, la jeune génération, d'être vigilant face aux risques que la démocratie peut subir quand les extrémistes arrivent. Alors, Alain Chouaki, qui est le président fondateur de la fondation du Camp des Milles et qui a réalisé une conférence à Sciences Po Aix ce jeudi, co-organisée bien évidemment par l'association Excalibur et Intersection, a rappelé que notre génération doit lutter contre les stéréotypes racistes, la haine des autres et tout type de comportement qui pourrait menacer notre système démocratique. C'est ce qu'il rappelle dans son petit manuel de survie démocratique qu'il nous a distribué. S'il te plaît, Quentin, c'est pas drôle. Alors, afin de lutter contre tous ces principes moraux négatifs qui sclérosent, selon ses termes, la société française. Il dit aussi qu'il faut que la minorité qui s'exprime dans ces actes d'antisémitisme soit étouffée par la majorité agissante, c'est-à-dire nous, la jeunesse. Enfin, il a beaucoup insisté sur le fait que l'histoire peut se répéter, l'histoire bégaye, et il faut absolument que nous fassions attention quant aux dérives autoritaires que l'État peut prendre, surtout dans cette période troublée que nous connaissons.
Eh bien, merci beaucoup Antoine pour ta chronique. Maintenant, passons à Elsa, représentante d'Amnesty National, comme on le voit sur ce magnifique diapo. Elle est venue ici, nous, sur notre plateau, pour nous parler des exportations d'armes, plus particulièrement au Yémen. Bonjour Elsa. Bonjour. Donc je vais parler des avancées juridiques sur la question du Yémen et des exportations d'armes françaises. Dans un premier temps, il tend à rappeler qu'entre 2014 et 2018, la France faisait partie des 5 plus importants exportateurs d'armes. Amnesty a plusieurs fois demandé au gouvernement des comptes quant à ces exportations. En effet, beaucoup de ces dernières sont illégales. La France ne respecte pas le traité sur le commerce des armes qu'elle a pourtant signé, ainsi que les règles d'exportation de l'Union européenne, notamment la position commune de 2014 à propos des exportations d'armes. Ainsi, elle se rend responsable et complice des événements actuels au Yémen. Pourtant, début mai 2019, le président de la République, Emmanuel Macron, assurait avoir obtenu garantie que les armes exportées à l'Arabie Saoudite n'étaient pas utilisées contre des civils. Des médias alternatifs tels que Disclose ont bien évidemment prouvé le contraire. Pourtant, les choses commencent à évoluer. Il y a quelques semaines, l'État français a pris la décision de geler les exportations de certaines armes à l'Arabie Saoudite, témoignant d'une certaine prise en compte des volontés des ONG et de la société civile. La France a toujours été très opaque quant à ces exportations. Et elle aurait donc néanmoins suspendu l'exportation de munitions de 155 mm à l'Arabie Saoudite. Ce sont bien évidemment les seules armes retirées du grand catalogue d'armements vendus aux Saoudiens. La France, malgré cette prise de conscience, reste le second fournisseur de l'Arabie Saoudite. C'est pour ça que le Centre européen pour les droits constitutionnels et humains, Amnesty International ainsi que 4 ONG ont décidé de saisir la Cour pénale internationale sur cette question le 11 décembre 2019. Par cette saisie, elles entendent permettre l'ouverture d'une enquête sur la situation au Yémen. Elle permettrait de connaître l'implication ou non d'acteurs politiques et économiques européens dans des crimes de guerre commis par la coalition d'États arabes sur le territoire yéménite. La CPI, compétente dans les crimes de génocide, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, serait donc à même de déterminer si entreprises, gouvernements et représentants ont commis de graves violations des droits humains. Malgré de nombreux signalements, peu sont les entreprises et pays qui ont stoppé leurs activités. Les entreprises dans le conflit, selon le droit international, ne sont pas exemptées de responsabilité. Lorsque des violations de droits de l'homme sont commises, ce ne sont pas seulement aux dirigeants politiques de comparaître. En effet, le rôle des entreprises est parfois à mettre en lumière. Selon les Nations Unies d'ailleurs, la responsabilité des entreprises en matière de respect des droits de l'homme prévaut sur le respect d'autres lois. Il reste donc important que les industriels du commerce des armes prennent leurs responsabilités dans le droit international humanitaire. Ainsi, l'intervention de la CPI pourrait changer beaucoup de choses. Le rôle des acteurs autant politiques qu'économiques pourrait être mis en lumière, ainsi que leurs responsabilités et les crimes de chacun. À suivre. Merci beaucoup Elsa et merci à vous. 3 chroniqueurs de la semaine, vous avoir présenté vos petites chroniques. Et quant à nous, on se retrouve pour un prochain JT. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Aix-en-Provence.